Ce que vous venez d'entendre, ce sont les hurlements d'Ayrton Senna à l'arrivée du Grand Prix du Brésil 1991. Un cri primal qui glace presque le sang, à ceci près que c'est le cri d'une victoire, celle d'un pilote légendaire qui venait enfin de réussir l'accomplissement d'une véritable quête dans sa carrière de pilote F1. C'était il y a 30 ans, le Grand Prix du Brésil 1991 que je vais vous raconter aujourd'hui. Un Grand Prix qui s'est déroulé le 24 mars très précisément 1991. C'était la deuxième manche de la saison sur 16. C'était le 20e Grand Prix du Brésil, le 9e à se dérouler à Interlagos à Sao Paulo et le 502e Grand Prix de l'histoire. 71 tours étaient prévus d'un circuit donc long de 4 km 325, soit un kilométrage total de 307,075. Alors un Grand Prix resté dans toutes les mémoires évidemment par rapport à ce drame à l'arrivée et cette victoire extraordinaire, puisqu'on va pas le cacher déjà, d'Ayrton Senna, mais je vais vous raconter exactement comment ça s'est passé. Alors donc, deuxième manche de la saison, vous disais-je, la première avait eu lieu 2 semaines auparavant, le Grand Prix des États-Unis à Phoenix, 3e édition sur ce drôle de circuit à Phoenix. On avait démarré là-bas en 89, on y était retourné en 90, et puis donc en 91, la 3e édition. Avec 82 tours qui étaient prévus, mais la course, figurez-vous, avait été arrêtée au 81e, au bout des 2 heures. Et oui, 9 voitures à l'arrivée seulement sur 26 au départ, un véritable Grand Prix de casse généralisée, avec par exemple un ancien invité de l'Afterlap, il y a quelques semaines, Emmanuel Epiro, il était au départ de ce Grand Prix, et il avait abandonné au 17e tour, suite à un problème de boîte. Il était alors pilote d'Alara Motor Judd. Bon voilà, fin de la petite parenthèse. Donc les résultats de ce Grand Prix des États-Unis de Phoenix pour ouvrir cette saison 1991. Ayrton Senna l'avait emporté avec sa McLaren bien sûr, Alain Prost 2e à 16 secondes, Prost sur Ferrari, Nelson Piquet sur Benetton 3e, Stefano Modena, Satoru Nakajima et Aguri Suzuki complétaient le top 6 qui marquait des points à ce moment-là seulement. Alors 2 pilotes japonais quand même dans les 6 premiers, c'est pas mal. Et donc le duel Senna-Prost qui continuait puisqu'ils étaient aux 2 premières places. Alors faut savoir qu'à ce moment-là, leur situation respective, elle n'est pas forcément simple. Bon, déjà, on vous rappelle qu'ils se sont accrochés au départ du Grand Prix du Japon 90. C'était 5 mois auparavant. Donc, cet accident qui a fait le tour du monde, cette polémique dont tout le monde a parlé, évidemment, est encore présent dans toutes les têtes au moment où la saison 91 démarre. Chez McLaren, Senna n'est pas complètement satisfait de son matériel. Et oui, la MP46 ne lui donne pas satisfaction et les essais hivernaux n'ont qu'à peine résolu les problèmes. Donc Senna arrive en ce début de saison un petit peu chagrin, si vous voyez ce que je veux dire. On le voit un petit peu contrarié et les déclarations ne sont pas forcément tout enthousiastes. Bon, et puis chez Ferrari, c'est pas beaucoup mieux. On a prolongé le contrat d'Alain Prost jusqu'à fin 92 officiellement, sauf que on sait de l'intérieur que l'ambiance ne va pas du tout. Alain Prost ne s'entend pas du tout avec son directeur sportif, Cesare Fiorio, et l'ambiance elle est détestable. Vous le savez, il y a eu l'incident au départ du Grand Prix du Portugal 90 où Mansell et Prost ont failli s'accrocher, ça a laissé des traces, personne n'a vraiment pris de décision, bref, ça va pas du tout donc, et en interne, évidemment chez Ferrari, c'est pas la sérénité, donc voilà, les 2 grands ténors sont quand même habités par des doutes et des situations conflictuelles. On arrive à Interlagos, donc 15 jours plus tard pour le Grand Prix du Brésil, et les enjeux, ils sont au nombre globalement de 4 principaux. Alors le premier, c'est le plus important, c'est Ayrton Senna va-t-il enfin gagner chez lui? Et oui, et ça on le sait, c'est une quête qu'a le pilote brésilien d'enfin gagner à domicile. Ça n'a jamais été le cas. Son premier Grand Prix du Brésil en Formule 1, c'était en 84, il a abandonné. En 85, il a abandonné. En 86, il a terminé 2e, et oui, dommage. En 87, il a abandonné. En 88, il a été disqualifié, mais il n'avait pas gagné. En 89, 11e seulement. Et en 90, l'année précédente, 3e. Donc oui, il y a quand même 2 podiums dans ce palmarès, mais évidemment, ça lui suffit pas. Ayrton Senna, c'est indigne de lui, au moment même où on sait qu'Alain Prost... Alors Alain Prost, il y a une double punition en quelque sorte pour Senna. Non seulement il a souvent gagné son Grand Prix national en France,
alors que ce bonheur eh bien, a toujours été refusé à Ayrton Senna. Mais en plus, et ça c'est le deuxième enjeu, c'est Alain Prost va-t-il gagner une 7e fois au Brésil? C'est une véritable torture pour Senna que de voir Prost à chaque fois gagner ou presque au Brésil. Rendez-vous compte, il a déjà gagné au Brésil en 82, 84, 85, 87, 88 et 90. Donc voilà, on retrouve encore nos deux ténors de la Formule 1 avec des enjeux évidemment croisés avant d'en découdre donc à Interlagos en cette année 91. Autre enjeu quand même, comment va être l'ambiance entre les deux, puisque Grand Prix après Grand Prix on continue de la scruter, voilà, après Suzuka 90. Bon, mais enfin, on va dire qu'ils ont suffisamment à faire dans leurs équipes respectives pour ne pas en plus en rajouter l'un envers l'autre. C'est déjà ça. Et puis, autre enjeu, les Williams, qui sont d'évidence les principales outsiders de deux grandes équipes McLaren et Ferrari. Les Williams, avec le duo Nigel Mansell et Riccardo Patrese, vont-elles donc s'immiscer dans ce duel McLaren-Ferrari? Il semble bien que cette équipe Williams, oui, monte en puissance, et même si on est en tout début d'année, on a bien compris qu'il y avait des prétentions et qu'il y aura des coups à faire pour cette équipe Williams, et pourquoi pas donc dès cette manche d'Interlagos. Cette manche, elle se présente aussi de manière, comme souvent au Brésil, un peu de manière étonnante, avec des faits qui n'arrivent qu'au Brésil. Par exemple, il y a une météo exécrable à Sao Paulo, durant tout le mois de mars, et donc on arrive à ce Grand Prix avec une semaine qui a été épouvantable. Il a plu tout le temps, et honnêtement la piste elle est prête juste à temps, le ruissellement, les inondations dans l'enceinte du circuit, ça a eu lieu pratiquement jusqu'à la veille des premiers essais, donc il y avait vraiment des grands doutes pour que ce Grand Prix puisse se dérouler convenablement. Bon, ça va être le cas, c'est déjà ça, mais on a eu chaud, et puis il y a des grèves dans les bus, dans les transports publics à Sao Paulo, ce qui fait que le vendredi et le samedi, c'est un peu ambiance morte, il y a très peu de spectateurs, en tout cas beaucoup moins que ce que ça aurait dû être, et c'est pour ça que le dimanche va être vraiment une journée aussi très spéciale, parce que c'est comme si tout le monde se rattrapait par rapport à cette ambiance qui n'avait pas pu commencer lors des 2 premières journées. Voilà, donc un contexte, comme souvent au Brésil, assez particulier. Comme d'habitude, lorsque je vous raconte un Grand Prix du passé, je vais vous détailler un petit peu les forces en présence. Il y avait 34 engagés. Oui, incroyable mais vrai. 30 ans plus tard, en cette année 2021, nous avons 20 engagés, tout le monde le sait. Bon, à l'époque, il y avait 34 pilotes qui allaient en découdre, même si on sait qu'il n'y en avait que 26 au départ. Donc, il y avait ce qu'on appelait les préqualifications. Alors, les forces en présence, rapidement, évidemment, donc, chez McLaren, c'est Ayrton Senna et c'est Gerhard Berger avec la MP46. Chez Ferrari, je vous ai parlé d'Alain Prost sur la 642, mais oui, mais son coéquipier, il est aussi français, quelle belle équipe, Jean Alesi. Chez Williams, donc, avec la FW14, Nigel Mansell, Riccardo Patrese. Chez Benetton, un duo de Brésiliens, eux aussi vont jouer à domicile, après tout, c'est Nelson Piquet et c'est Roberto Moreno. Chez Brabham, Martin Brundle et Mark Blundell, voilà, un duo fameux également, qu'on retrouvera dans d'autres équipes, mais là, ils étaient donc associés chez Brabham. Chez Tyrrell, Nakajima et Modena, donc 2 pilotes qui se sont classés dans les points à Phoenix pour l'ouverture de la saison. Chez Lotus, autre grand nom, c'est Mika Hakkinen et Julian Bailey. Chez Ligier, bien sûr que l'équipe Ligier elle est toujours là, avec Thierry Boutsen et Eric Comas, c'est la JS35 à l'époque. Lamborghini, Nicolas Larini, Eric Van de Poel. Chez Footwork, Michele Alboreto, Alex Caffi. Leyton House, Gugelmin et Capelli. AGS, autre équipe française, Gabriele Tarquini et Stéphane Johansson. Dallara, Emanuele Pirro donc et Gigi Leto. Minardi, c'est Martini et Morbidelli. Chez Lola, un autre pilote français, Eric Bernard et Aguri Suzuki. Chez Jordan, Bertrand Gachot, Andrea De Cesaris. Et puis il y a 2 équipes qui n'alignent qu'une voiture. Chez Fond Métal, avec un autre pilote français, Olivier Grouillard, et l'équipe Colony avec Pedro Chavez. Donc les préqualifications, elles ont lieu le vendredi matin, comme rituellement. Alors, il y a 3 équipes qui sont complètement éliminées, Lamborghini, Colony et Fond Métal. Le vendredi après-midi, les premières qualifs, Senna prend position et signe le meilleur chrono devant Jean Alesi, mais la pluie est venue perturber cette première séance qualif, donc a priori tout se jouera lors de la 2e séance le samedi après-midi,
Et il ne manque pas l'occasion. Ayrton Senna signe la pole position, la 54e pole position de sa carrière. Il n'a laissé à personne d'autre le soin, évidemment, d'aller signer le meilleur chrono sur son terrain. Seuls les Williams sont dans la même seconde. Il faut bien s'en rendre compte. Patrese signe le deuxième chrono, Mansell le troisième, mais après, on est à plus d'une seconde. C'est dire quand même que là, Senna a fait très très fort. Allez-y, 5e, meilleur pilote Ferrari. Prost 6e à 1 seconde 347. Donc là aussi, c'est la soupe à la grimace, je vous laisse l'imaginer chez Ferrari. Et ne se qualifie pas, footwork, plus les pilotes Johansson et Bailey. Donc voilà pourquoi ils seront bien 26 au départ. Alors je vous décris juste les 7 premières lignes, voilà, que les choses soient claires. Senna Patrese, première ligne. Deuxième ligne, Mansell Berger. Puis allez-y Prost, troisième ligne entièrement Ferrari. Derrière Piquet et Gugelmin. Modena Gachot. Sixième ligne, Eric Bernard, très bonne qualif pour le pilote Lola. Il est aux côtés d'Emanuele Pirro, qui lui aussi s'est très bien qualifié. Andrea De Cesaris et Roberto Moreno qui complètent pour la 7e ligne. Et on se retrouve donc le dimanche. Le matin, Mansell a signé le meilleur temps du warm-up. Bon, c'est peut-être anecdotique, mais quand même, ça prouve bien que les Williams sont là et qu'en course, il faudra compter avec elles. Mais juste avant le départ, c'est une tension absolument indescriptible parce qu'il y a une averse qui va tomber alors que tout le monde est sur la grille. Malgré tout, ça va s'arrêter assez vite et le départ va être donné globalement sur le sec, mais les prévisions a priori sont imparables. Oui, il y aura sans doute de la pluie durant la course et certainement en fin de course. Donc tout le monde est prévenu, va falloir rester vigilant, concentré jusqu'au bout. Ce circuit d'Interlagos piégeux au possible dans ces conditions avec une ambiance dans les tribunes indescriptible. Oui, ça va être, on le sait, un formidable spectacle, un grand rendez-vous. Tout le monde est impatient de voir comment ça va se passer. Et donc il y a en plus cette dramaturgie littéralement qui n'appartient qu'à Ayrton Senna. Va-t-il enfin gagner chez lui? C'est ça la question principale. Le départ est donné et effectivement Ayrton Senna réussit le meilleur envol. Mansell deuxième qui double donc Patrese. Prost seulement 7e à la fin du premier tour. Donc les positions sont les suivantes: Senna, Mansell, Patrese, allez-y, Berger, Piquet et Prost. Très mauvais envol pour le champion du monde Alain Prost. Donc on vous rappelle aussi que à ce moment-là, Ayrton Senna, c'est un double champion du monde, 1988 et 1990, et Alain Prost, c'est évidemment un triple champion du monde, 1985, 1986, 1989. Ce sont bien vraiment les deux superstars de la discipline. Il y a déjà un abandon lors de ce premier tour, c'est Gabriele Tarquini. 10e tour, on y va progressivement. Au 10e tour, la situation est la suivante: Senna toujours devant, Mansell deuxième à 2 secondes 3, Patrese à 9 secondes 2, allez-y ensuite, toujours 4e, Berger, Piquet et Prost, toujours 7e. Prost a déjà plus de 20 secondes d'Ayrton Senna. 18e tour, la menace Williams se précise, Mansell est revenu à 1 seconde seulement de Senna qui souffre à ce moment-là de survirage. C'est une époque aussi où il y a des arrêts au stand pour changer les pneus. Et le premier à adopter cette tactique, c'est assez logique vu son début de course plus que moyen, c'est Alain Prost qui rentre au stand donc au 18e tour. Il change ses pneus et il repart en 11e position. Mais tout le monde devra faire de la même façon. Globalement, en effet, toutes les grandes équipes sont en Goodyear, mais par exemple, chez Benetton, on est en Pirelli. Le plateau, de toute façon, se répartit entre Goodyear et Pirelli. Mais chez les Pirelli, donc, l'usure n'est pas la même et il y a peut-être un coup à jouer. On passe au 26e tour avec l'arrêt au stand pour Nigel Mansell. Sauf qu'il y a un problème de boîte. Au moment de repartir, il reste bloqué. Il va perdre en tout 15 secondes et il ne repart qu'en 4e position. Un tour plus tard, au tour d'Ayrton Senna de rentrer dans les stands, ça se passe bien, il était en tête, il repart en tant que leader de la course et il possède 7 secondes d'avance sur Mansell. 28e tour, c'est Patrese qui est dans la pit lane, il ressort 4e, derrière donc Senna, Mansell et Piquet qui ne s'est toujours pas arrêté, alors qu'on est donc déjà à un tiers facile de la course. On passe au 35e tour. Meilleur tour en course à ce moment-là pour Nigel Mansell en 1 minute 20 secondes et 436 millièmes. Sachez que ce sera le meilleur tour de la course. Personne ne fera mieux après. Et Mansell est à ce moment-là à 6 secondes de Senna. Il cravache l'anglais pour revenir sur le brésilien. On fait le point au 40e tour. Senna toujours en tête et Mansell, effectivement, l'effort est en train de payer puisqu'il y avait 6 secondes d'écart 5 tours auparavant. Là, il n'y a plus que 3 secondes d'écart entre Senna et Mansell.
Ensuite, c'est Patrese, Piquet qui ne s'est toujours pas arrêté, Berger, Alesi et Prost qui galèrent toujours à la 7e position. Et il est désormais le Français à 1 minute et 11 secondes d'Ayrton Senna. A priori, pour les Ferrari, la messe est dite, les pneus Goodyear ne marchent pas du tout dans ces conditions. 45e tour, il y avait une bataille en fait entre Berger et Piquet pour la 3e place et Gerhard Berger trouve l'ouverture. Donc voici 2 pilotes McLaren dans les 3 premiers, Senna en tête et Berger 3e. Piquet redescend à la 4e place. Piquet qui va seulement enfin s'arrêter 2 tours plus tard au 47e tour pour changer ses gommes. La question évidemment qui se pose, c'est est-ce que ça n'est pas trop tard? Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait sans doute un coup à jouer pour les Benetton et les pneus Pirelli. Au 46e tour, on s'aperçoit que, ça y est, attention, il y a un gros problème quand même pour Ayrton Senna. Il y avait du survirage en début de course, mais là, la situation est un peu plus alarmante, car il perd son 3e rapport. Bon, c'est peut-être pas dramatique, c'est peut-être pas le plus grave rapport à perdre, mais quand même, ça veut bien dire qu'il y a un loup dans le système de transmission de la McLaren. Et c'est inquiétant. 51e tour, Mansell dans les stands pour un 2e changement de pneus. Et encore une fois, ça se passe mal. Il y a un cafouillage et encore une fois, il perd du temps, 10 secondes en tout. Il repart 2e, certes, il préserve sa 2e place, mais alors là, le mal est fait, puisqu'il est désormais à 34 secondes de Senna, qui lui ne s'est pas arrêté une 2e fois. Il y a un baroud d'honneur là maintenant pour Mansell, mais a priori, quand même, là, c'était l'erreur de trop ce qui s'est passé dans les stands. Sauf que au 52e tour, un tour plus tard, on apprend maintenant qu'Ayrton Senna a perdu son 5e rapport. Donc il a perdu le 3e, il a perdu le 5e. C'est évident qu'il y a un gros souci et que la situation se détériore à bord de la McLaren. On est à 20 tours de l'arrivée, un gros suspense est là. Est-ce que Senna va pouvoir aller jusqu'au bout? Et au 56e tour, donc peu de temps après, eh bien, Senna perd son 2e et 4e rapport. Il perd le 2e, le 3e, le 4e et le 5e. Globalement, il ne lui reste plus que le 6e rapport, la 6e vitesse. Et en plus, s'il fallait un petit peu plus dramatiser la situation, eh bien sachez que les premières gouttes de pluie tombent. 60e tour, on n'est vraiment pas au bout de nos émotions. Abandon de Nigel Mansell. Bah oui, celui qui se présentait comme le grand rival de Senna, abandonne. Problème de boîte, là aussi. Ce qui fait que c'est Ricardo Patrese, son coéquipier, qui récupère la 2e place, mais celui-ci est à 40 secondes de Senna. Au 62e tour, la situation donc elle est la suivante. Senna n'a plus que le 6e rapport à sa disposition. Il avait 40 secondes d'avance sur Patrese 2 tours plus tôt. Sachez que là, il n'en a plus que 27 secondes. Il a perdu 13 secondes en 2 tours, Ayrton Senna. Et il reste 10 tours pile à disputer. Le suspense est insoutenable pour tous ceux qui ont vécu ce Grand Prix en direct à la télévision avec la pluie, Senna en mode un petit peu compte à rebours, va-t-il tenir, Patrese en mode je remonte et je peux peut-être le faire, et les tribunes qui encouragent Senna virage après virage. Oui, c'était vraiment un moment absolument magique, pour reprendre un adjectif qui correspond parfaitement à Senna, et c'était extraordinaire comme spectacle. 62e tour donc, je vous l'ai dit, 27 secondes d'avance entre Senna et Patrese. 65e tour, 19 secondes. Senna a un petit peu limité l'écart. Derrière, on a Berger. Prost, finalement, profitant des abandons, notamment de Mansell, est remonté à la 4e place et lui aussi gagne évidemment un temps fou par rapport à Senna. Il n'y a plus que 40 secondes d'écart entre Senna et Prost. Et ensuite, on retrouve Piquet et Alesi. 68e tour, Patrese remonte, Senna souffre le martyre, il pleut, le public est déchaîné et tout le monde de s'interroger, est-ce qu'il va enfin y arriver à gagner chez lui? 69e tour, il reste encore 2 tours complets à disputer, globalement presque 3. Eh bien sachez que Patrese n'est plus qu'à 4 secondes de Senna, il va le dépasser dans le dernier tour, c'est obligé, c'est sûr, à moins que Senna, évidemment, aille puiser dans ses ressources pour résister jusqu'au bout. On est à l'amorce maintenant du 70e tour, encore 2 tours pleins. Il y a moins de 3 secondes d'écart entre Patrese et Senna. Sauf qu'au 71e tour, Patrese, d'accord, il a tous les rapports de sa boîte de vitesse, mais lui aussi, il est sous la pluie, sous une patinoire quand même, à Interlagos. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir bien piloter dans ces conditions. Et puis Senna, dont on apprendra plus tard qu'il est complètement crispé sur son volant, qui veut rien lâcher, et qui tient son volant avec la force du poignet, littéralement, et qui voit bien que dans les tribunes, on est complètement déchaîné, et on l'encourage. Il ne reste plus que quelques centaines de mètres. Ça y est, c'est la dernière remontée, le fameux triple gauche pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est fait!
Ayrton Senna remporte ce Grand Prix du Brésil 1991 sous une pluie battante et il va s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin, juste après les premiers S qui portent désormais son nom. Il va s'arrêter au milieu de la ligne droite qui suit, totalement tétanisé par l'effort et incapable de bouger, et donc les hurlements. Ce sont bien les siens. Ayrton Senna qui se lâche complètement, qui se libère par ce cri primal, avais-je dit, au moment du franchissement de la ligne d'arrivée. Il est enfin parvenu à assouvir sa quête. Les moments qui vont suivre sont exceptionnels puisque on va aider Senna à sortir de son cockpit. Il y a une image où on voit vraiment un commissaire qui lui soulève les doigts un par un parce que les doigts sont complètement bloqués de Senna sur son volant. Il ne peut pas sortir seul. On va le prendre littéralement dans les bras des secouristes. On va le mettre dans une voiture médicale. Il va revenir se garer dans un box. Là, on voit bien qu'il est dans un état second. Il n'a aucune joie. Il appelle son père de manière véhémente en disant « Papa, papa, viens ici !» parce qu'il veut se mettre dans les bras de son père, mais on sent aussi que son père voulait peut-être pas le déranger. Bon, voilà, il est dans un état second, il n'y a pas d'autre expression. Et quand il monte sur le podium, il a un drapeau brésilien à la main qu'il essaye de dérouler en quelque sorte pour pouvoir le brandir. Et on voit qu'il est complètement tétanisé, qu'il a les épaules qui peuvent plus bouger. Et lorsqu'il soulève la coupe qu'on lui présente, la coupe de vainqueur, c'est comme un haltérophile qui doit soudain soulever des haltères de 150 kilos. C'est pratiquement impossible et c'est un effort surhumain qu'accomplit Ayrton Senna pour soulever donc la coupe de vainqueur. Il a enfin remporté son Grand Prix national. Alors juste pour l'anecdote, le classement de ce Grand Prix, Ayrton Senna qui l'emporte. Alors sachez qu'à ce moment-là, c'est quand même sa 28e victoire en Grand Prix. Il devient, après Alain Prost qui avait déjà réussi cet exploit, il devient officiellement le deuxième pilote le plus titré de l'histoire au niveau des victoires, puisque ce record a longtemps été celui de Jackie Stewart avec 27 succès. Donc Prost l'avait déjà dépassé. Senna, ce jour-là, en plus, rentre encore un peu plus dans l'histoire de son sport puisqu'il est le deuxième meilleur pilote de tous les temps au niveau du nombre de victoires avec ce 28e succès. Patrese finalement a échoué à la deuxième place à 2 secondes 9 du Brésilien. Gerhard Berger a pris la troisième place à 5 secondes. Alain Prost arrache bien la quatrième place à 19 secondes. Vous voyez qu'effectivement c'était vraiment une agonie pour Ayrton Senna cette fin de Grand Prix. Nelson Piquet se classe 5e à 21 secondes et Jean Alesi prend la 6e place à 23 secondes. C'était un Grand Prix formidable que personne n'a oublié et pour les 30 ans de ce Grand Prix légendaire, je tenais à vous le raconter dans l'Afterlap, le podcast du Sport Auto. Merci pour votre attention. Et puis écoutez, ça y est, bientôt la saison de F1 2021 va partir. Donc on se mettra dès la semaine prochaine en mode présentation un petit peu de cette nouvelle année, de cette nouvelle saison. www.afterlap.com, la chaîne YouTube l'Afterlap, toutes les plateformes usuelles. Passez une bonne semaine, portez-vous bien, la santé avant tout et à très bientôt.